Bonsoir. Quelques petits mots en ouverture de nos temps. On s'efforce d'organiser à destination des professionnels. Ce soir, la particularité, c'est qu'il y a une thématique forte, les résidences, qui sont des lieux importants dans l'histoire de nos structures. Quand on refait un tout petit point en arrière pour une structure telle que la nôtre, nos résidences sont nées en 1990, les premières. Donc ça veut dire qu'on a à peu près 30 ans d'histoire de résidence avec une certaine évolution dans leur forme et dans leur concept. Et c'est une bonne démarche de voir que progressivement elles évoluent, elles s'adaptent à l'environnement professionnel et à la sollicitation des auteurs, pour ne pas les nommer, mais c'est vraiment eux le public majeur de nos résidences. Et entre la résidence de la Prévôté qu'on a citée, qui était une rue de Bordeaux dans laquelle nous avions loué un appartement, jusqu'au Chalet Mauriac, qui aujourd'hui est emblématique quand même de nos résidences. C'est donc 30 ans d'une histoire qui a quand même marqué les missions de notre agence. Donc j'en profite pour remercier évidemment tous les participants à cette soirée, mais aussi tous les collègues de l'équipe qui ont suivi ces projets au fil du temps dans notre structure. Ça s'est traduit par un outil important, puisque vous avez sous les yeux Éclairage, donc la revue de l'agence qui traite de ce sujet. Et je voudrais en profiter pour remercier Marie-Pierre pour le travail qui a été effectué, les différents éclairages, si je peux me permettre, des résidences à travers les différentes interviews ou les articles qui ont été rédigés. Ça donne un bon panel, j'allais dire, de ce que sont, ce que doivent être, ce que pourraient être demain aussi les résidences comme outil d'accompagnement de la structuration professionnelle de nos... Pardon ? Ah, je bouge pas, pardon, j'arrête de bouger. Ah, excusez-moi. Donc voilà, tout ça pour vous dire que et j'appuie sur ça, moi qui ai un peu d'histoire dans cette maison, les résidences ont toujours été un vrai débat. Elles avaient un caractère traditionnel à leur origine, dans un appartement où on accueillait des auteurs. Et puis, début des années 2000, les relations internationales du Conseil régional nous ont aidés à créer des ponts avec des territoires européens, que l'on soit avec le Land de Hesse, qu'on soit avec l'Émilie-Romagne ou avec le Québec, qui n'est pas un territoire européen, mais nous avons découvert des contacts, des partenaires qui avaient des fonctions similaires aux nôtres, et que l'échange d'auteurs, ce qu'on a appelé les résidences croisées, sont devenus un élément d'ADN de l'agence, et ce qui nous a permis d'avoir des auteurs de nos régions qui partaient à l'étranger et des auteurs de ces pays que l'on accueillait régulièrement sur nos sites. Et tout d'un coup, l'audience, j'allais dire, de ces résidences s'est amplifiée, et c'est une très bonne chose. Et j'allais dire, le parcours de ces résidences s'est finalisé presque, même si je mets le terme entre guillemets, avec le Chalet Mauriac, qui fut une petite négociation quand même avec le président de région pour que ce site devienne un lieu d'accueil de résidence, mais il l'est devenu. Et aujourd'hui, ce chalet qui accueille plus de 40 auteurs par an, avec tout un travail d'accompagnement, mais aussi de réflexion en amont sur les choix des auteurs qui sont accueillis dans ce chalet, incarne à nos yeux, pour nous l'agence, ce travail d'accompagnement des auteurs dans ces temps de création. Et jusqu'à présent, les bilans, et Aimé peut en témoigner, les bilans sont bons, les auteurs sont relativement auteurs et autrices sont très satisfaits de ça. Ces résidences, quand il y a quelques années, nous étions un peu seuls. Je me rappelle de cette histoire où, pour trouver dans les années, Jean-Marc pourrait m'en rappeler, je ne sais plus exactement quelle était l'année, mais on devait être en 2005 ou 2006, où on se posait des questions sur l'évolution de la résidence et qu'on cherchait à trouver des partenaires pas très loin pour essayer de voir comment les résidences fonctionnaient. Pour trouver une résidence à peu près équivalente dans ces années-là, j'ai dû partir jusqu'à Nantes pour trouver une structure à peu près similaire à la nôtre, pour pouvoir faire des parallèles, voir l'organisation, les coûts aussi qui nous intéressaient d'analyser. Preuve en est que à l'époque, j'allais dire, l'importance des lieux de résidence était relativement faible comparée à aujourd'hui,
où je vous invite à découvrir le nouveau document qui vient de sortir aujourd'hui et qui présente tous les lieux de résidence de notre région et qui montre à peu près la richesse du territoire de Nouvelle-Aquitaine dans cette offre aux auteurs. Et j'en remercie tous nos partenaires de développer cette offre-là, parce que je trouve que c'est un élément tout à fait complémentaire dans tous les travaux qu'on peut mener pour accompagner la filière du livre, mais aussi du cinéma, mais aussi du spectacle vivant, comme vous pouvez le faire dans votre résidence. Voilà. Tout ça pour dire que ce soir, c'est le sujet que l'on abordera sous divers angles. C'est le fait de pouvoir en parler, peut-être de démultiplier les lieux de création de ce type, avec peut-être une nécessité, c'est que la puissance publique s'interroge un peu plus sur la politique publique d'accompagnement des résidences. Je le dis d'autant plus que, pour moi, ça fait partie des sujets, je trouve très dommageable qu'à ce jour, l'institution avec laquelle nous travaillons du matin au soir et du soir au matin, qui s'appelle le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, il n'y ait toujours pas un règlement d'intervention sur les résidences. Je trouve ça vraiment dommage. Et je pense que dans les dernières parties de mon parcours professionnel, je me permettrai de le rappeler, qu'il y a cette nécessité d'avoir un texte un peu formel autour de ces résidences et qu'il nous manque à ce jour. Voilà ce que je voulais dire en ouverture, dire que nous allons basculer sur une table ronde. Alors je vais lire le petit document parce que je voudrais peur de commettre des impairs, donc animé par Marie-Pierre Quintard qui travaille régulièrement avec nous. Nous accueillons à cette table ronde Solé Otero, voilà, qui est illustratrice et dessinatrice de bande dessinée. Voilà. Édouard Morneau, qui pilote deux sites de résidence à La Rochelle, le Centre Intermonde et la Maison des Écritures. Voilà. Aurore Claverie, directrice de la Métive. Et je voudrais la remercier parce qu'elle vient de la Creuse. Elle est venue en train. Elle a bénéficié de toute la technologie de la SNCF, c'est-à-dire qu'elle s'est arrêtée 5-6 fois. Passage en bus, le bus n'est pas venu. Enfin voilà, donc toute une aventure, c'est à l'échelle de notre région. Et c'est vrai qu'un Creuse-Bordeaux, c'est un exercice qui est relativement complexe. Donc, au nom de toute l'équipe, je te remercie d'être là avec nous ce soir. Voilà, et Judith De Paul, qui est directrice je ne vais pas dire de bêtises, directrice de l'atelier des artistes en exil. Et on abordera, lors de cette soirée, ce rapport entre ces lieux de résidence aussi qui accueillent des artistes, des auteurs en exil qui viennent et qui trouvent dans ces lieux des lieux un peu de sécurisation et de réconfort. C'est un rôle qu'on peut attribuer à ces lieux de résidence. Voilà. On aura un petit temps de présentation des missions d'ALCA dans le domaine des résidences et plus particulièrement dans le domaine des résidences internationales. Voilà. Et on aura une dernière partie, une rencontre avec le réalisateur mexicain, moi qui parle très très bien espagnol, José Pablo Escamilla González Aragon. Il est là ? Ah, donc il arrive tout à l'heure, qui est accueilli en résidence en ce moment et qui participera à nos tables rondes ce soir. Voilà, c'est cette idée un peu de balayer un peu tout le champ de cet outil que sont ces résidences, quelle qu'en soit leur forme, leur modalité. Je pense, et comme je l'ai dit tout à l'heure, un dispositif un peu cohérent, partagé par tous. Je le dis d'autant plus puisque le Centre national du livre m'a souvent invité sur ces sujets à Paris, et je m'apercevais qu'à chaque fois qu'on se réunissait et qu'on discutait avec nombre d'opérateurs, la capacité à trouver des dispositifs un peu harmonisés dans les possibilités d'accueil était loin d'être atteinte. Voilà, je vous laisse la parole et je vous remercie d'être parmi nous ce soir. Et je salue toutes les personnes qui sont en ligne, qui nous observent derrière leur bureau ou ailleurs. À très vite. Merci Patrick. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir et merci à nos 4 invités d'avoir accepté l'invitation d'ALCA à venir donc partager avec nous ce soir leurs diverses expériences sur cette question de l'accueil des artistes étrangers en résidence. Patrick vous a déjà présenté. Je voudrais juste revenir peut-être un peu plus en détail sans trop m'étendre, mais sur la présentation de vos structures et de vos parcours. Donc, Édouard Morneau, donc directeur du Centre Intermonde de la Maison des Écritures de La Rochelle, qui sont 2 lieux de résidence qui sont tournés depuis toujours vers l'international. Le Centre Intermonde qui accueille plutôt des plasticiens et tout ce qui tourne autour du débat d'idées, et la Maison des Écritures qui concerne plutôt la littérature, le cinéma et le spectacle vivant.
Sole Otero, donc tu es originaire d'Argentine, tu es donc autrice de bande dessinée, illustratrice jeunesse et designer textile. Ton travail donc d'illustratrice jeunesse t'a amené depuis 2006 à publier à l'international. Tu es l'autrice de plusieurs bandes dessinées en ligne et ton premier album, La Pelusa de los Días, est paru en Espagne en 2015. Tu as depuis réalisé 6 albums, parmi lesquels Naftalina, lauréat du prix Fnac Salamandra en 2019, et qui sera publié par la maison d'édition française Ça et là en 2022. Et tu es installée en France depuis 2020. Aurore Claverie, donc directrice de la Métive à Moutier-d'Ain en Creuse, un lieu de résidence de création artistique pluridisciplinaire qui accueille également des artistes venus du monde entier et qui développe un projet de lien social et d'action culturelle sur le territoire rural où il est implanté. Judith De Paul, tu es metteuse en scène, directrice et cofondatrice de l'Atelier des artistes en exil, donc une association nationale qui est basée à Paris, avec une nouvelle antenne qui vient d'ouvrir à Marseille, qui a donc pour mission d'identifier des artistes en exil de toutes origines et toutes disciplines confondues, de les accompagner en fonction de leur situation et de leurs besoins, de leur offrir des espaces de travail et de les mettre en relation avec les réseaux professionnels français et européens. L'atelier répond également à des demandes de programmation et développe ses propres événements en co-construction avec des lieux partenaires. Donc vos divers profils et expériences vont nous permettre d'aborder ce soir la question de l'accueil des artistes étrangers selon différentes perspectives et d'apporter peut-être quelques réponses ou au moins des pistes de réflexion sur cette question qui soulève beaucoup d'interrogations et de problématiques. Donc nous avons choisi d'axer cette rencontre sur cette question, car au sein même de la Nouvelle-Aquitaine, qui compte aujourd'hui un réseau de 28 lieux de résidence, de création, livres et cinéma, pour ne parler que des domaines qui concernent Alka, plusieurs lieux de résidence accueillent déjà, donc depuis longtemps pour certains, plus récemment pour d'autres, des auteurs ou artistes étrangers. Et ces lieux se confrontent sûrement à certaines difficultés, ou en tout cas éprouvent sans doute le besoin d'échanger, de réfléchir ensemble sur cette thématique, sur cette question, et peut-être encore plus aujourd'hui compte tenu du contexte politique international et de la mobilisation des acteurs culturels sur l'accueil des artistes en exil. Donc, du côté des auteurs, on imagine bien que les choses ne sont pas simples quand on décide de quitter son pays pour venir travailler et s'installer dans un autre, même si cette décision ne relève pas toujours, et heureusement, d'une situation d'urgence ou prise sous la contrainte. Donc voilà, je me tourne vers toi, Solé, pour entrer un peu dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours depuis ta première résidence à la Maison des Auteurs à Angoulême en 2017 ? Donc tu es arrivé d'Argentine en France. Voilà, quel a été ton parcours depuis cette première résidence jusqu'à ton installation en France à Angoulême en 2020 ? De quelle façon tu as été accompagné par la Maison des Auteurs et par tout l'écosystème angoumoisin qui l'entoure dans ce parcours ? D'accord. Ouais. Avant de commencer, pardon, désolée pour mon français. je suis en train d'apprendre. Ouais. J'étais arrivée à la Maison des Auteurs en 2017. Je connais la Maison des Auteurs parce qu'en 2015, il y a un bourse de la ville de Buenos Aires avec la Maison des Auteurs pour un auteur pour faire une résidence de 3 mois. Et j'ai essayé de prendre cette bourse et résidence, mais il était donné à un autre auteur. Et finalement, en 2017, j'ai appliqué pour moi-même
Et je suis arrivée en août de 2007 et j'étais là pour 3 mois. Et ça a été une super bonne expérience pour moi parce que je peux faire mon 12e album DVD. Et j'ai connu beaucoup des artistes et fait beaucoup de contacts, pas avec des maisons d'édition, mais avec des autres artistes qui font la même chose que moi et qui habitaient en Espagne et des autres endroits. Et pour moi, l'idée de rester en France à ce moment, c'est une idée qui c'est née à ce moment, mais pour moi, à ce moment, ça a été impossible. Et je suis rentrée en Argentine pour faire des autres projets, pour finir mon album de BD là. Et après 12 ans, j'ai décidé de faire une autre résidence en 2019. Et cette fois, quand j'étais à la résidence en Argentine, il y a un cri très fort, un super grosse crise économique. Et pour moi, il y a beaucoup de problèmes parce que je travaille beaucoup avec l'Espagne, avec des éditeurs en Europe. Et pour moi, amener l'argent de l'Europe en Argentine était super difficile à ce moment. Et il faut que j'ouvre un compte bancaire en Europe et que je fais des choses très compliquées. Et c'est à ce moment que j'ai décidé que pour moi, c'était mieux d'habiter en Europe et que j'ai décidé d'habiter à Angoulême parce que la vérité, c'est que autour de la maison des auteurs, j'ai beaucoup d'amis, il y a beaucoup de gens qui s'est passé pour des expériences similaires que moi et qui c'est une super forte communauté. Et aussi, pour moi, ça a été super important de Pili Muñoz, de la directrice de la Maison des Auteurs, parce qu'elle m'a aidé à chercher la manière de rester pour un autre an et là-bas avec un visa de talent spécial, je pense que ça s'appelle comme ça. Talent exceptionnel. Et j'étais allée en Argentine. J'ai demandé cette visa de la ville de Buenos Aires. Et après, je suis rentrée à Angoulême avec toutes mes affaires et fait le déménage. Et Pili m'a aidé à chercher un appartement pendant le temps que je cherchais mon propre appartement. Et aussi, elle m'a aidé à ouvrir un compte bancaire. Et ça a été Sébastien, l'avocat de la maison des auteurs, qui m'a aidé à faire tous les papiers avec l'URSSAF et les impôts et tout le reste des affaires que je dois faire pour rester en France. Et aussi, mes collègues de la maison des auteurs, il y a beaucoup de gens qui ont décidé de rester à Angoulême, qui ne sont pas encore dans la maison des auteurs, mais qui sont mes voisins. et ces communautés, c'est aussi super important pour moi pour faire des affaires qui sont nécessaires pour rester en France. Il y a une entraide entre vous, en fait, au sein de cette communauté d'auteurs étrangers qui se sont installés à Angoulême. Il y a une véritable entraide et solidarité entre vous pour justement toutes ces démarches. Oui, c'est super important cette communauté. Par exemple, la semaine dernière, il y a une résidence qui a un problème de santé et c'est Brigitte, la secrétaire de la maison des auteurs, qui l'a mené à l'hôpital et c'est tout le reste de nous qui prennent soin de lui. C'est super, c'est comme une deuxième famille, la communauté autour de la maison. Alors donc on le voit, on l'entend dans ton récit. C'est vrai que l'accompagnement du point de vue des coordinateurs de résidence, dans le cas d'un auteur qui arrive de l'étranger, au départ, c'est aussi un accompagnement social, administratif, qui se mêle aussi. Ce n'est pas qu'un accompagnement artistique. Donc,
Que pouvez-vous nous dire, vous, du point de vue des coordinateurs de résidence ou des structures d'accueil comme celle que tu représentes, Judith, sur ce type d'accompagnement? Quelles sont les difficultés, qu'est-ce que cela représente en termes d'engagement, et notamment par rapport au contenu et à la durée de cet accompagnement? Judith, si tu veux répondre sur... Oui, je peux répondre. Déjà, dans le pari qu'on a fait à l'atelier des artistes en exil, c'était justement d'inscrire ça dès le départ, c'est-à-dire que ce soit un accompagnement social, administratif, juridique, psychologique s'il en est, et il en est, et un accompagnement professionnel. Et ça, il n'y a que l'atelier des artistes en exil qui propose ça, en fait, parce que c'est-à-dire de le prendre de façon frontale en se disant on ne sépare pas l'individu de l'artiste. Donc, de fait, il y a plein de résidences qui le font, mais ça n'était pas inscrit dans leur mission au départ, je pense. Et donc, c'est très important parce que quand on fait le choix de l'exil, on se heurte à tout ce que tu as évoqué encore plus, à savoir d'abord un problème de code culturel, de comment est-ce qu'on fait les choses, de cette bureaucratie française que nous, on a un peu prédigérée, et ça dépend qui parmi nous. De cette surenchère administrative, et quand il y a pas la langue, ça devient quelque chose d'insurmontable. Je me rappelle par exemple toujours l'effroi des artistes en exil qui reçoivent une lettre que pour leur dire qu'on a bien reçu leur dossier. Rien que cette lettre-là, ça peut les paniquer parce qu'ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut imaginer. Et c'est très important, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de pédagogie, il y a beaucoup de malentendus et il faut être très présent par rapport à ça. Ça fait partie des choses, et c'est vrai que si les personnes sont très angoissées, elles ont du mal à travailler, elles ne sont pas disponibles pour travailler, elles ne peuvent pas se projeter dans quelque chose. Donc oui, ça prend beaucoup de temps. Donc quand on le fait à une grande échelle, au bout d'un moment, nous, on a fait le choix là, maintenant d'engager une assistante sociale. Pendant longtemps, on a plutôt travaillé avec des bénévoles. Et puis, comme malheureusement le monde va mal, nous, on va bien dans le sens où on grossit de plus en plus. Et donc, on a demandé à quelqu'un de rejoindre l'équipe. Et puis après, c'est tout le temps être à l'affût de toutes les lois qui sont complexes, qui changent, la préfecture qui n'en fait qu'à sa tête, toutes les situations dérogatoires qu'on a pu observer cette année. Donc ça a commencé avec les Afghans qui ont eu donc tous ceux qui ont été évacués par le pont aérien ont bénéficié d'un accueil VIP, ce qui n'était pas le cas des Afghans avant. C'était même plutôt difficile, donc avec un changement de traitement, tant mieux pour ceux qui sont arrivés, bien sûr. Avec, pour les Ukrainiens, encore un dispositif différent. Pour les Russes, on se casse la tête très fort parce qu'il y a énormément de Russes qui sont en train de partir de la Russie, en tout cas parmi les artistes, notamment beaucoup d'activistes. C'est une hémorragie sans précédent et beaucoup plus que les Ukrainiens. Donc oui, c'est tout le temps, c'est ne pas rechigner devant des choses qui, a priori, sont pas très glamour, on va dire. C'est vraiment un travail sur le juridique, l'administratif. Et donc, on est obligé de se tourner vers les personnes compétentes. Et puis, on apprend en le faisant. Aurore, toi qui accueille donc depuis 2021 le poète afghan et activiste des droits humains fondamentaux Ramin Mazar et sa femme, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet accompagnement spécifique des artistes en exil? Quelles sont les difficultés auxquelles tu as pu être confrontée, notamment par rapport à la question des moyens humains que requiert ce genre d'accompagnement? On reparlera peut-être plus tard de la question des moyens financiers. Et aussi les spécificités d'un accompagnement sur un territoire comme la Creuse. Oui, quand on parle d'accueillir un artiste, qu'il soit en exil ou pas, mais effectivement en Creuse, il y a un certain nombre de données qui sont très très particulières à ce lieu, et notamment dans le cas de
Donc on a accueilli Ramin par le réseau des CDN, en fait, qui ont accueilli beaucoup d'artistes au mois de septembre 2021, par rapport au pont dont tu parlais, Judith. Et donc Ramin, alors en fait en Creuse, il y a des choses qui sont très simples, qui sont beaucoup plus faciles que dans d'autres villes, et notamment tout ce qui va être lié aux choses administratives, puisqu'on peut avoir un rendez-vous à la préfecture très vite, que ce soit d'ailleurs à Limoges ou à Guéret, c'est pas du tout bouché ces endroits-là. Donc pour toutes les choses administratives, on peut les faire avancer sans stress. Par contre, là où ça va être très très compliqué sur les logistiques humaine, c'est que Ramin et Tasnim n'ont pas leur permis de conduire, n'ont pas de voiture, et donc à partir du moment où on les accueille, on sait que on va être tout le temps, mais alors vraiment tout le temps là pour eux, parce que c'est pas l'idée qu'ils se sentent piégés. La volonté d'accueillir, elle est réelle. Nous, c'est un travail qu'on fait toute l'année et avec tout le monde de montrer que la Creuse est un endroit en capacité d'accueillir. Mais par contre, on déploie une énergie qui est vraiment très singulière par rapport à cet endroit-là. Et donc, à la Métive, on n'était pas assez solide pour accueillir Ramin et Tasnim. Donc, très, très vite, on a eu l'intuition de réunir tout un collectif d'hospitalité autour de leur accueil. On était, au départ, on était une trentaine de personnes, très, très, très motivées. Et ça, c'est une grande leçon que j'ai appris durant cette expérience, c'est qu'à la fin, on était 4. Et que par contre, il n'était pas question, en tout cas, moi, je fais partie des 4 pour qui il n'était absolument pas question de les laisser tomber, parce que c'est vraiment une responsabilité. Et je crois que quand je l'ai vu dans les différentes réunions pour l'accueil d'artistes ukrainiens, en fait, il y a quelque chose qui se soulève dans le cœur des humains, de l'envie d'aider, et qui est très beau. Mais sauf que ça, souvent, ça ne tient pas la distance. Et ça peut être très dangereux pour les personnes qu'on accueille. En tout cas, ça, je l'ai vraiment vérifié. Et après, ce que je peux aussi dire de cette expérience, c'est que aujourd'hui, Ramin et Tasnim sont devenus des amis, mais de fait, parce que en fait, quand quelqu'un, déjà, ils ont quitté Kaboul, c'était pas leur choix. Donc c'est quelque chose de très douloureux de tout quitter, enfin, sa famille, ses amis, sa vie, le futur qu'on avait imaginé. On quitte tout ça, on se retrouve en Creuse ou même n'importe où. Et ça, en fait, évidemment, ça va être une solitude extrêmement profonde. Ça va être de la dépression. Ça veut dire que nous, c'est pas du tout notre métier. Donc, en fait, quels sont les professionnels et ça, c'est très présent à l'atelier des artistes en exil. Bah oui, on va travailler avec des psychologues, on va travailler. Et tout ce travail-là, en fait, nous, en tant que structure culturelle, c'est des choses qu'on ne savait pas, qu'on a appris à travers cette rencontre. Donc déjà, je pense qu'il y a un vrai vide sur la manière dont on est outillé pour faire cet accueil-là. Et puis après, c'est la question de l'après. C'est-à-dire que Ramin, qui est un poète afghan très, très talentueux, aujourd'hui, ils sont partis vivre à Paris. D'ailleurs, vous prenez le relais à l'atelier des artistes en exil. Mais par exemple, moi, ça fait des mois que je cherche comment on peut traduire les poèmes de Ramin, parce que jusqu'à ce jour, ça va faire 1 an qu'on se connaît, on n'a toujours pas lu ces textes. Et c'est vrai que là, il y a aussi un vide. Parce que ils ont leur demande d'asile, ils sont pour 10 ans. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment travailler la question de leur accueil sur le territoire, et notamment en région Nouvelle-Aquitaine et en Creuse. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur cet accueil. Merci. Oui, on y reviendra sur cette question de comment est-ce qu'on pourrait penser ces problématiques liées à la traduction des œuvres et à leur édition. Il y a peut-être des choses à imaginer, même au sein même de la région Nouvelle-Aquitaine. Et ce que tu dis aussi, ça pose la question de la sortie de résidence aussi. C'est à partir de quel moment l'accompagnement parce que tu dis on ne peut pas arrêter comme ça, mais à un moment donné aussi, j'imagine qu'il faut que les choses, que ces artistes arrivent à prendre leur indépendance aussi. Il y a une réponse que j'aime beaucoup, c'est que d'après les psychologues, c'est 9 ans l'intégration. Voilà. Donc ça, c'est compliqué. C'est très compliqué, mais bien sûr, c'est une vraie question. C'est-à-dire que quand on crée des résidences comme elles l'ont été avec les CDN, la question, c'est que quand ça s'arrête, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est sûr. Et je sais qu'il y en a qui ont trouvé des logements sociaux.
et qui ont des projets de vie de type reprendre des études. Certains ont trouvé des petits contrats. Bon, ils étaient très, très... La plupart des personnes qui sont arrivées sont des personnes assez jeunes. La plupart, hein, pas toutes. Et donc, il y a beaucoup l'idée de se construire encore dans une vie, de reprendre des études. Certains... je sais qu'à Paris, il y en a qui vont rentrer au conservatoire. Ils ouvrent une classe internationale, par exemple, pour les acteurs. Mais c'est vrai que c'est un très gros problème de créer, et à la Cité, elle a le même problème aussi, Bénédicte. C'est-à-dire quand on accueille des personnes qui ont décidé de rester en France, qu'est-ce qui se passe quand ça s'arrête? Parce que s'il n'y a pas de continuité derrière, s'il n'y a pas ou un logement social ou une autre résidence ou une possibilité on a créé une attente et on a créé un espoir. Et c'est ça, c'est la responsabilité dont tu parlais tout à l'heure, c'est ça. C'est-à-dire attention à ce qu'on fait naître chez les personnes et qu'on ne pourra pas tenir. Et ça, c'est une vraie responsabilité. C'est-à-dire le principe de réalité, il faut toujours l'avoir en face de soi. C'est-à-dire comment ça se passe quand ça s'arrête. Donc c'est la question que pose l'accueil réellement. C'est-à-dire il faut effectivement pas simplement le faire, comme tu l'as dit, vous étiez 30 et vous n'êtes plus que 4 à la fin, mais surtout, qu'est-ce qui se passe après? Et il y a beaucoup de personnes qui se sentent, je crois, abandonnées quand il n'y a pas l'après. Oui, Edouard, tu peux peut-être... oui, tu accueilles aussi beaucoup. Oui, voilà, on essaie de travailler beaucoup avec des pays qui en ont besoin, pas que, mais aussi. Et sur certains artistes en exil qui arrivent parfois apatrides, donc c'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas ouvrir un compte, ils ont le droit à absolument rien. On essaie de les accompagner au mieux, mais c'est vrai, c'est ce que vous disiez. En fait, on pourrait pratiquement travailler à l'OFPRA parce qu'on devient de fait pas des spécialistes, mais on est obligé de se former de toute façon à toutes ces questions-là avec quid de l'OFPRA, quid de la préfecture, etc. Et quand ça se passe bien et que l'artiste obtient un titre de séjour, souvent dans nos résidences, on développe une sorte de compagnonnage après. C'est-à-dire que je pense par exemple à un artiste syrien qu'on accompagne depuis 2016. Il vient tous les ans en résidence. Il a eu la chance d'écrire, d'être traduit. Maintenant, il écrit en français, il est publié, etc. Donc voilà, c'est une histoire qui se termine bien. Mais il y a toujours une forme de compagnonnage depuis 2016 jusqu'en 2022. Il revient là en résidence. Et voilà, on essaye de faire au mieux de nos possibilités, de nos capacités d'hébergement financières. Et puis voilà, on essaye nous aussi de se former sur le tas, parce que c'est aussi ça beaucoup. Certains artistes arrivent effectivement complètement effrayés, apeurés, ils ont peur du bruit, ils ont peur du silence, ils viennent là parce qu'ils peuvent plus écrire, donc il faut être à disposition, être là dans un accompagnement complet, c'est ce que tu disais, donc aussi bien dans le projet artistique, dans le projet de vie, dans l'après. Et ça prend beaucoup de temps, mais en même temps, j'estime que c'est nos missions et de les accompagner au mieux, et on fait vraiment ce qu'on peut. Ça prend du temps et puis ça demande des compétences aussi qui ne sont pas forcément au départ les vôtres, comme l'accompagnement psychologique ou les choses comme ça qui sont... On n'est pas forcément dans nos métiers. Oui, c'est ça. Parce que là, on parle des artistes en exil, mais il y a aussi des résidences d'artistes étrangers, on va dire normales, bien que j'aime pas cet adjectif, mais pour lesquels aussi l'accompagnement, la médiation, on voit seulement la partie immergée de l'iceberg, mais pour certains, une résidence, ça se travaille pour beaucoup 1 an à l'avance pour prendre les contacts, préparer le projet, l'accueillir, l'accompagner, et puis la suite. Alors justement, pour parler aussi plus largement de l'accueil des auteurs ou artistes étrangers qui ne sont pas forcément en exil, donc le centre Intermonde, c'est plus de 450 artistes accueillis depuis sa création en 2003. Et le centre Intermonde fait partie du dispositif, notamment Visa pour la création, qui a été créé par l'Institut français pour accompagner l'émergence artistique en Afrique et dans les Caraïbes. Et
grâce à des résidences sur le territoire français. Donc, sur cette question de l'émergence aussi, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'accompagnement des artistes étrangers justement émergents et quel peut être l'impact d'une résidence en France sur leur parcours et quel genre de coopération internationale donc, se met en place pour l'accueil de ces artistes-là? On voit en arrière-plan la multitude de partenariats qui existent entre le Centre Intermonde et voilà, dans le monde entier. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout ça? Sur le dispositif Visa pour la création, c'est vrai que c'est un dispositif de l'Institut français qui permet de donner des bourses à des artistes de la Caraïbe et de l'Afrique pour des résidences de 2 mois. Donc c'est un dispositif, nous sommes lieu d'accueil pour ces artistes et on en accueille 2 à 3 par an. Et souvent, je lutte un peu avec l'IF pour accueillir des artistes qui ne sont pas des artistes publiés, qui sont des artistes en devenir. C'est un pari, comme chaque artiste qu'on reçoit, c'est une carte blanche, on ne sait pas quel va être le résultat. Mais on aime bien avec d'autres lieux, je pense à Limoges, avec le projet d'Hassan Kouyaté, des Francophonies en Limousin. On parie sur justement ces jeunes talents en devenir, que ce soit en théâtre, en littérature, en poésie, en art plastique, etc. Et on essaie justement de les accompagner, de les mettre en contact avec d'autres auteurs, si on peut avec des maisons d'édition, si c'est en bande dessinée. J'ai en ce moment un artiste libanais, on est évidemment en contact avec Pili Munoz à Angoulême et il va aller passer la journée là-bas pour rencontrer d'autres artistes, la maison des auteurs, la cité de la bande dessinée, etc. Voilà, donc c'est un accompagnement au quotidien sur le territoire, aussi en créant de la médiation, en ayant des relais sur le territoire, sur notre territoire. Et puis, quand on peut faire des résidences croisées avec d'autres réseaux du ALCA et autres résidences du territoire pour essayer de faire en sorte qu'ils voient différentes choses, différents lieux, différentes approches. Et après, si on peut aller jusqu'à l'édition, c'est encore mieux. Mais oui, l'émergence, pour nous, c'est vraiment notre raison d'être un petit peu. Oui, donc tu le dis un peu, il y a déjà des liens qui existent entre les différents lieux de résidence en Nouvelle-Aquitaine sur l'accueil des auteurs étrangers, donc qui permettent de prolonger aussi des temps de résidence en France. Comment est-ce que vous verriez les choses, vous, justement, sur comment développer ces liens entre vous sur le territoire de la région par rapport à cette question de l'accueil des artistes étrangers, en particulier des artistes en exil? Est-ce qu'il y aurait des choses à imaginer voilà, pour prolonger, améliorer cet accompagnement? Et au-delà, par rapport aux autres acteurs de la chaîne du livre en région, donc on en revient aux questions de traduction et d'édition. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de ce côté-là pour faciliter cet accompagnement et le prolonger? Aura, peut-être. C'est des questions très intéressantes et nécessaires, mais moi, je ne crois pas avoir les réponses. Après, j'ai des intuitions, bien sûr, et je crois encore plus sur la question de l'accueil d'artistes qui sont étrangers. Et il aurait fallu qu'on prenne le temps de définir ce mot, étranger. Je crois qu'il faut vraiment être fort et plusieurs autour de cet accueil, parce que ce soit pour la question de l'après ou parce qu'avec Édouard, on avait un petit peu parlé aussi de l'accueil de Ramin, en fait, mais on a besoin d'échanger, de savoir comment t'as fait toi, parce qu'on dépasse les limites de nos métiers. Moi, plusieurs fois, on m'a dit, mais il faut qu'ils aillent dans un centre d'accueil. Je dis non, mais en fait, non, parce que nous, on est en train de s'occuper, même s'il n'écrit pas pour l'instant, mais on s'occupe déjà d'une mise en réseau dans un milieu artistique. Et donc, c'est notre métier. Et même si cet auteur-là n'écrit pas présentement, parce que dans son histoire de vie, c'est pas maintenant qu'il va écrire, il n'a pas envie d'écrire maintenant. Mais par contre, les lieux de résidence, il faut clairement dire qu'ils ont quand même un rôle à jouer à cet endroit-là. Parce que peut-être ça pourrait être pire ailleurs, dans un lieu qui n'est pas fait pour accueillir des personnes en création, en décréation. Donc je pense qu'il faut renforcer
les envies et se faire un peu violence aussi entre nous, de travailler plus ensemble à cet endroit-là. Et après, moi je l'ai vu avec Ramine, on est vraiment bloqué à cette étape de... on a les moyens pour créer, en tout cas les moyens, on a une maison, un lieu de résidence, on peut accueillir un traducteur, une traductrice pour travailler sur la traduction du persan vers le français. Mais par contre, on n'a pas trouvé les moyens. Et Ramine, il en parle à plein de personnes qui traduisent des textes, mais comme c'est pas rémunéré, c'est un texte et pas deux, et puis quelqu'un d'autre, et puis finalement c'est un peu le bazar, et pas du tout professionnel, et c'est dommage. Donc je pense qu'il manque des outils, on en a beaucoup parlé avec Aimé, et voilà. Ou alors c'est moi qui les connais pas, mais... Je voulais juste te dire l'importance du réseau justement qu'on est en train de mettre en place avec l'ALCA. Je dis pas ça parce qu'on est à l'ALCA, mais vraiment, moi j'ai rencontré plein de résidences que je ne connaissais pas, avec lesquelles j'espère qu'on va travailler un jour. Et c'est ce que tu disais en fait. Ça nous permet aussi, typiquement, il y a eu la bourse avec Gaël bien aimé. Mais on a reçu aussi cette autrice l'année dernière parce qu'elle avait reçu des menaces de mort si elle rentrait en Haïti. Et du coup, par ce réseau, on a pu aussi faire une résidence d'urgence partagée entre Limoges, La Rochelle, Bordeaux, et faire en sorte d'être au moins un pansement, au moins de permettre qu'elle se repose, parce que sa collègue s'était fait assassiner, donc de se poser, de se construire, parce que c'est compliqué, mais au moins d'assimiler tout ça, de se poser un peu avant de savoir si elle allait repartir ou pas. On a eu aussi des problèmes pendant le confinement, où des artistes haïtiennes devaient être là 1 mois, ils sont restés 9 mois. Ils ont eu des problèmes médicaux aussi. Donc il y a tout cet accompagnement-là qui est parfois imprévu, et qu'on est ravis de leur apporter. Mais effectivement, le réseau, pour moi, le réseau des résidences est quand même primordial pour justement le partage d'expérience. Judith. Moi, je crois qu'il y a aussi peut-être une question de temporalité, c'est-à-dire que je crois que c'est pas pareil d'avoir une résidence quand tu arrives. Juste quand tu arrives et que tu es en exil, hein. Je parle bien vraiment de quelqu'un qui fait le choix de l'exil, c'est-à-dire tu arrives et tout de suite tu as une résidence de création. C'est souvent pas le moment où en fait tu es déjà dans la création. Je crois que tu es dans l'exil avant toute chose et tu es dans un questionnement, un truc de comprendre ce qui est en train de se passer. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'états de sidération en fait. Il y a cet état-là qui en plus est très personnel, qui dure selon les personnes plus ou moins longtemps. Donc voilà, il faut se poser à mon avis la question de la temporalité. Par contre, c'est très important qu'il y ait des résidences parce que la chose dont souffrent les personnes en exil, c'est l'absence de mobilité. Donc c'est très très important de recréer en tout cas une mobilité intranationale. Et c'est vrai que nous, on travaille avec la Métif pour la danse, on travaille régulièrement aussi avec Intermonde, et quand c'est le moment, c'est-à-dire que quand ils se sont remis dans le travail, alors c'est très important. Et ils en ont vraiment besoin parce qu'en plus, ils ont tendance à avoir très très peur de la perte de repères, comme des personnes qui ont perdu les leurs. Quand ils construisent quelque chose quelque part, si tu leur dis non mais là, tu vas aller en résidence, par exemple, à Bordeaux, et ils vont dire « Ah non, mais c'est loin, mais comment je vais faire? Je vais tout perdre, tout ce que j'ai construit ici. » Jusqu'à ce qu'ils y aillent. Et évidemment, quand ils sont en résidence, ils sont hyper contents. Donc voilà, c'est très important de recréer cette chose de mobilité. Mais je crois peut-être pas au tout début. Je pense que c'est au bout d'un certain temps. Et encore une fois, je ne pourrais pas vraiment donner de temps, parce que je pense qu'il est différent pour tout le monde. En plus, comme les procédures selon les pays d'origine et les moments ont des temporalités aussi différentes, parfois ça peut durer très très longtemps. En ce moment, ça va plutôt assez vite. Mais on a des personnes qui ont attendu, comme Mohamed que tu as reçu il n'y a pas longtemps, il a attendu quasiment 4 ans pour avoir ses papiers. Donc c'est un truc de malade, d'attendre 4 ans, d'être suspendu pendant 4 ans. C'est très très long. Voilà ce que je dirais, c'est vraiment ça qui est important. Par contre, oui, il faut vraiment, ce qui est bien, c'est d'imaginer un chemin pour que les personnes puissent se confronter à d'autres personnes, à d'autres paysages,
à d'autres expériences. On a aussi la chance, dans nos réseaux de résidence, de ne pas avoir d'obligation de résultat. Et ça, c'est super important. C'est-à-dire, alors après, on doit justifier qu'on n'est pas des villages vacances parce que certains auprès de la population, d'élus ou autres, qui ne comprennent pas forcément quelle est nos missions. Et oui, c'est vrai qu'un artiste en exil, il arrive, il se reconstruit, il apprend, et on ne lui demande pas, heureusement d'ailleurs, un résultat en 2 ou 3 mois de résidence. Ça serait invraisemblable. Mais il y a une éducation à faire sur le territoire pour expliquer, effectivement, moi j'entends parfois que les artistes sont là en vacances. Non, ils ne sont pas là en vacances. Solé, donc on entend toutes les difficultés multiples auxquelles on peut être confronté, auxquelles les auteurs sont confrontés quand ils arrivent sur un nouveau territoire. Et par rapport aux questions juridiques et administratives, comment tu as été accompagné, toi, à ce niveau-là? Ce sont des questions d'autant plus importantes aussi, j'imagine, pour toi qui publies dans de nombreux pays étrangers. Donc ça pose la question des droits des négociations de droits, des questions d'impôts, etc. Donc comment est-ce que tu as été accompagné, toi, à ce niveau-là? Et est-ce que tu verrais des choses qui pourraient être améliorées ou envisagées différemment pour cet accompagnement-là? Pour moi, pas. Je pense que ça s'était passé bien parce que, ouais, moi, je suis maintenant européenne parce que j'étais allée à l'Italie pendant le premier confinement. Avant le premier confinement, j'ai passé le premier confinement là-bas en attendant de mon passeport italien parce que j'ai la famille italienne. Et ça a été pour moi un privilège en comparaison avec mes collègues. Il y a des autres collègues qui n'ont pas les passeports européens et pour leur, c'est un peu plus difficile de rester en France. Mais une fois que j'ai eu les papiers, les passeports italiens, c'est Sébastien Corneau, l'avocat de la maison des auteurs, qui m'a aidé à faire les numéros de SIRET, qui m'a enseigné à faire un note d'auteur, qui m'a expliqué comment est-ce que je dois déclarer mes impôts dans le site de l'URSSAF. Et il m'a accompagné à l'officine d'impôts pour m'aider à demander un certificat de résidence pour amener de l'argent de l'Espagne et aussi à faire des papiers pour l'Argentine. Et tout ça, c'est lui qui le fait avec moi. Et aussi à demander la carte vitale, que ça a été difficile pour moi. Et oui, je pense que la maison m'aide de toute façon super bien. C'est un peu difficile, mais pas pour la maison, parce qu'il y a des difficultés administratives comme dans des autres pays, c'est la même chose. Et surtout avec les Français, c'est difficile au début parce que dans la maison, on parle beaucoup en anglais et c'est difficile d'apprendre la langue. Et quand le moment arrive de faire des papiers ou des impôts, c'est super difficile de faire ça seul. C'est presque impossible. C'est pour ça que l'accompagnement est essentiel dans ce cas-là. Oui. C'est important d'avoir quelqu'un au sein de la résidence aussi qui t'accompagne vraiment pas à pas dans ces démarches-là, quoi. Oui, et chez vous aussi, mes collègues qui sont arrivés de la Syrie, de Serbie, des autres endroits qu'ils sont aidés par Sébastien et Pili à faire les papiers de la visa et la carte de séjour et tous les autres affaires qui sont nécessaires pour rester aussi en France. J'ai
peut voir qu'ils suivent tous les cas de tout le monde dans la maison, de tous les gens qui décidaient de rester ici. Et aussi en Angoulême, il y a une opportunité que c'est bien pour les résidents, c'est qu'il y a beaucoup d'études d'animation. Il y a beaucoup de résidents qui sont restés pour travailler dans les études d'animation, et avec ça, ils peuvent extender son visa. Et ça, c'est une bonne solution pour leur pour rester plus de temps à Angoulême. On parlait aussi, Judith, tout à l'heure, de la question de la rémunération des auteurs en exil tant qu'ils n'ont pas de statut, qui est une question très compliquée. Tu peux peut-être en dire. En fait, il y a une forme de flou et quelque chose qui n'est pas très clair sur tout ce qui est bourse de résidence et rémunération pour les auteurs. Et donc, normalement, techniquement, vous ne pouvez pas, tant que vous n'avez pas de numéro de sécurité sociale, faire des notes de frais de droit d'auteur. Et comme quelqu'un qui est en exil doit attendre au minimum 3 mois pour faire sa demande de sécurité sociale et son numéro de sécurité sociale, techniquement, les 3 premiers mois, il devrait être rémunéré selon son numéro d'origine de son pays, qui est normalement donc imposé à la source. Excusez-moi, c'est très technique. Donc, tout ça est très compliqué et je pense que tous les endroits de résidence essayent de comprendre comment faire pour alléger les choses. Avec en plus, selon si vous êtes une association ou une autre organisation, des complexités plus ou moins grandes, je dirais une souplesse plus ou moins grande en fonction de la structuration administrative du lieu que vous dirigez. Et c'est vrai que c'est une question qui est à mon avis, une vraie question, c'est-à-dire pourquoi faudrait-il qu'un auteur attende d'avoir des papiers pour pouvoir être rémunéré de façon tranquille et normale? Est-ce qu'on ne devrait pas penser plutôt à la question des droits intellectuels et à ce moment-là, tout artiste, quel que soit son statut, pour être rémunéré? Et c'est vrai que tous autant qu'on est, on se pose tout le temps des questions du toi, tu fais comment est-ce que tu fais pour quel type de bourse? C'est une bourse imposable, pas une bourse imposable, c'est une aide d'urgence, c'est une aide de vie, c'est une bourse de création, une bourse de résidence. Et il n'y a pas, je pense qu'il n'y a pas de texte très clair là-dessus. On est tous en train tout le temps de se poser des questions et de voir comment on fait pour que ça aille, parce que quand même, l'idée c'est que les artistes qu'on accueille, on puisse d'une façon ou d'une autre leur donner de l'argent pour qu'ils puissent continuer à vivre. C'est la réelle question, c'est ça. Et tant qu'à faire pour ce qu'ils font, c'est-à-dire pour ce qu'ils savent faire, à savoir le travail de création. Donc ça, c'est vrai que oui, on est je pense qu'il n'y a pas de texte clair et qu'il y aura peut-être un joli chantier à faire à cet endroit-là. Puisqu'on est sur les questions aussi financières, du côté des résidences, est-ce que vous avez des aides spécifiques quand vous êtes comme ça sur l'accueil d'artistes en exil, dans la mesure où ce sont souvent des temps qui se prolongent? De quel type d'aide vous bénéficiez? Et Aurore, toi, tu as donc mené une expérience par rapport à cette question financière qui est intéressante. Si tu peux nous en parler. Oui, avant de parler de cette expérience, en fait, à la Métive, on est AFA Artistes en Exil, donc on a une une subvention de la DGCA pour accompagner des artistes en exil, et notamment en partenariat avec l'Atelier des artistes en exil. Mais on a décidé, suite à la rencontre avec Ramine, de aussi prévoir une résidence suspendue. Donc une résidence avec grande réactivité chaque année. Voilà. Et donc on remettra en fonction des crises et des guerres. Et sinon, en fait, dans le cas de Ramine et Tasnim, elle avait même oublié de prendre ses lunettes de vue. Donc en fait, quand on s'est rencontrés, on a tout repris depuis le début, parce qu'ils avaient vraiment rien du tout.
Et donc, dans les 30 personnes volontaires, au début, chacun y est allé de ses connaissances. De trouver un moyen de faire fabriquer des lunettes gratuitement. Et vraiment un système complètement débrouille, mais qui, d'un côté, rassure aussi sur notre capacité d'humanité encore. Et après, on a fait un crowdfunding parce qu'on avait trouvé un hébergement, on avait trouvé plein de choses, mais il fallait commencer à payer les personnes qui accueillaient Ramineh Tasnim. Mais en fait, on a réussi à trouver assez facilement par un système de dons, à travers tous nos réseaux, la somme correspondante au fait de pouvoir bien les accueillir et qu'ils ne manquent de rien pendant leur période d'atterrissage dans leur nouvelle vie pas choisie. C'est un peu comme ça qu'on a fait. Edouard, si tu voulais peut-être ajouter quelque chose sur cette question des aspects financiers et sur différents fonctionnements entre le Centre Intermonde et la Maison des Écritures. Oui, effectivement, moi j'ai la chance ou le malheur, je ne sais pas, mais de gérer à la fois une association et d'être en régie avec la ville. C'est-à-dire que la Maison des Écritures est une régie directe et l'association, c'est Intermonde. Donc effectivement, c'est beaucoup plus facile d'être en association parce que si vous avez besoin d'un paquet de café, vous allez à Monoprix, vous prenez votre carte bleue et vous achetez votre paquet de café. Si c'est la ville, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut faire des bons, des devis, des bons d'engagement, etc. Pour payer les artistes, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on on peut me demander le numéro de tirette pour une réfugiée afghane. Bon, évidemment que c'est impossible. Donc, ce que disaient Julie et Aurore, on est toujours un petit peu à la limite parce qu'on essaie de trouver des parades pour rester dans la légalité. Mais effectivement, les artistes qu'on a, il faut bien qu'ils mangent. Donc, on donne des bourses de vie, des choses comme ça. J'ai fait aussi effectivement la tournée de tout le monde, que ce soit de l'Institut français, de la Villa Bloch, toutes les structures d'accueil, et on est tous un petit peu, c'est ce que disait M. Volpiac tout à l'heure, il faudrait peut-être effectivement avoir une sorte de cadre comme on a avec par exemple Astre sur les arts plastiques, la rémunération. Voilà. Notre élu a fait voter en conseil municipal un texte, une délibération, comme quoi on donne tant par mois, par artiste, etc., pour justement asseoir la rémunération et les per diem des artistes quand ils viennent en résidence à la ville de La Rochelle. Donc sur des coups durs, comme on a pu avoir pendant la pandémie, où cette artiste haïtienne qui devait rester 1 mois et qui est restée 9 mois, bloquée, effectivement, là, la ville a fait acte de solidarité et nous a aidés pour justement qu'elle puisse vivre, etc. Et aussi sur ses frais médicaux, puisqu'évidemment, on avait oublié de renouveler son assurance médicale et que le lendemain de la fin de son assurance médicale, elle a dû être hospitalisée en urgence. Et voilà. Et donc, la ville a aussi fait preuve de solidarité en fonction de ça. Bien, je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre que vous auriez aimé apporter ce soir sur cette question-là, un point qu'on n'aurait pas abordé et qui vous paraîtrait important à souligner. Peut-être sur je sais pas si on a lancé des pistes de réflexion sur l'idée d'échanger au sein du réseau et peut-être d'échanger au sein de la chaîne artistique en région. Et peut-être que de ce côté-là, il y aurait des rendez-vous à prévoir ou des choses, des points à discuter ensemble. Peut-être faire un point pour ce qui concerne les auteurs. Il y a la résidence d'un côté, il y a la chaîne du livre de l'autre. Oui. Ça serait peut-être bien de trouver un point d'achoppement entre les deux. Parce qu'effectivement, que les auteurs soient émergents, surtout pour ceux qui sont émergents et non publiés, quand ils repartent, ça prend souvent des années avant qu'ils puissent être publiés chez eux et revenir éventuellement être publiés en France. Peut-être essayer de trouver quelque chose, de creuser de ce côté-là, ça pourrait être utile, je pense.
Sur les questions de traduction aussi, parce qu'il y a Ouais. des auteurs qui viennent de pays dont les langues sont pas forcément, sont pour certaines très peu traduites. Donc j'imagine que ça va être compliqué aussi pour trouver des traducteurs. Oui, c'est compliqué de trouver, par exemple, pour les Afghans, c'est vrai que c'est compliqué, notamment pour la poésie, c'est très compliqué de trouver des personnes qui seront en capacité de traduire ce niveau de langage de façon correcte. Avec la particularité qu'a le persan d'être une langue à métaphores multiples. Et donc, en fait, il faut vraiment des personnes qui maîtrisent extrêmement bien à la fois la langue, mais qui aussi sont dans la capacité de la recréer en français. C'est tout le problème de la traduction de la poésie. Et c'est vrai que nous aussi, on cherche et on ne trouve pas pour l'instant. Ou alors, c'est des personnes qui sont très, 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 très demandées parce qu'elles sont rares. Et c'est une vraie question sur laquelle on pourrait aussi travailler. C'est-à-dire, parce que c'est vrai que l'Afghanistan a une tradition de poésie bien plus développée. Ça fait partie de la vie de tous les jours. Les talibans sont des poètes, hein, donc c'est pour que vous imaginiez quelle importance ça prend. Et c'est à peu près la seule chose d'ailleurs qu'ils ont continué à permettre. Mais donc voilà, c'est vrai qu'on n'est pas très outillé. Il n'y a pas de vraie structure pour ça. La poésie, c'est vraiment microscopique. Hein, en France, le soutien de la poésie. Donc il y a le CIPM à Marseille, par exemple, on va essayer, nous, de faire des petites choses avec eux. Qui est L'Association des traducteurs littéraires de France, la TLF. Nous, on travaille avec eux depuis plusieurs années, on fait des joutes de traduction, etc. Donc, ils ont un pool de traducteurs dans plein de langues différentes. Je ne sais pas s'ils en ont en afghan, mais effectivement, sur le farsi, c'est assez difficile, en tout cas. Voilà. Nous, on a ça aussi avec les Kurdes, c'est pareil. Il y a pas. Mais oui, c'est une vraie question. Effectivement, on sent une grande frustration chez toutes ces personnes qui écrivent et qui ne peuvent pas partager. Et régulièrement, elles me montrent des traductions. Donc, j'ose penser que la traduction n'est pas bonne parce que sinon, ça fait vraiment de lui un mauvais poète. Et donc, c'est compliqué d'avancer dans comment les aider. Et voilà. C'est vrai que des résidences de traduction, ça pourrait être aussi un point, des résidences vraiment utiles pour aller un peu plus loin et pour la publication, voilà, pour le futur des artistes. Il y a Arles qui fait ça. Et cette question de la traduction, elle est aussi très liée à l'apprentissage d'une langue qu'on n'a pas choisi d'apprendre. Et en tant que poète, c'est quand même une drôle d'expérience. Et là, Ramin, par ailleurs, qui est quelqu'un qui a très vite trouvé un travail et qui a ça, ce côté-là, ça fonctionne très bien. Mais l'apprentissage du français est compliqué. Est vraiment compliqué, mais aussi parce qu'il est poète. Et je pense vraiment que ces résidences de traduction qui restent à créer, à imaginer, participeraient aussi à réconcilier peut-être les poètes avec cette langue qu'ils n'ont pas choisie. Bon, toujours pas de questions dans le public, non? Alors on va être obligé de s'arrêter. Donc, donc je me posais la question, alors désolé de la faire venir à la fin parce que d'habitude la réponse à cette question elle est souvent très longue, mais comment vos projets ont commencé? Vous faites de l'accueil d'artistes ou de l'accueil d'auteurs en exil, mais moi ça m'intéresserait de savoir s'il y a eu une phase de test ou une phase où vous aviez fait ça sans avoir peut-être la structure ou sans avoir les dispositifs, les financements pour le faire, et un jour vous vous êtes dit voilà, on va essayer de solidifier les choses et de le faire mieux avec des moyens et d'en faire vraiment notre mission. Voilà. Ou est-ce que c'est quelque chose que vous aviez en tête dès le départ, quand vous aviez créé ou quand on commençait, si vous n'y étiez pas, le Centre Intermonde, l'atelier d'artistes en exil, la Métif, voilà. Pour nous, à La Rochelle, c'est une ville-port, donc c'est une ville de contact et qui a toujours été en lien avec le monde. Et Intermonde a été créé comme ça par un groupe d'intellectuels dont Jean Duvigneau et Paul Virilio, qui ne sont pas des moindres, et des universitaires justement pour relier La Rochelle sur le monde. Donc effectivement, l'international s'est imposé tout de suite avec le maire de l'époque, Maxime Bonneau. Et ensuite, accueillir le monde, c'est pas que le monde qui va bien. Donc,
enfin, initialement, c'était effectivement s'ouvrir sur le monde, mais on n'avait pas forcément sur les artistes en exil, voilà, mais ça s'est imposé à nous. Et c'est vrai qu'on a vraiment un accent très fort, voulu et militant, parce que c'est même politique, d'accueillir justement cette volonté d'accueillir les artistes dans le besoin du monde entier. Et ça, on y tient. Et on se bat, on apprend sur le tas, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais on tient la barre à La Rochelle. On essaye. Alors à la Métive, c'est quelque chose d'assez récent. Je me souviens, il y a 4 ans, j'avais invité un artiste camerounais que j'avais rencontré à Tanger, au Maroc. Et ça s'est très, 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 très mal passé. C'est-à-dire qu'il a été victime d'un racisme dans le village, répété par des personnes différentes. Et moi, qui arrivais du Maroc en plus à l'époque, j'avoue que ça m'a un petit peu retournée. Je me suis dit, bon, bah, alors on va accueillir plus que des artistes blancs. Oui. Non, mais j'y ai pensé parce que je me dis, on peut pas faire souffrir les gens comme ça, c'est pas possible. Et il y avait quelque chose qui m'échappait vraiment. Et donc, je me suis dit, bon, on va prendre un peu le temps de réfléchir, on va commencer à parler aussi avec les personnes qui vivent dans ce village. Il suffit de voir les chiffres des dernières élections en Creuse aussi pour se rendre compte de la réalité du terrain. Et aujourd'hui, je pense que les choses ont un petit peu changé, et justement parce que, alors à la Métive, il faut dire aussi qu'on milite assez fort sur la question des frontières, quelles qu'elles soient, entre les disciplines, entre les pays, enfin. Mais je crois que justement c'est un travail de ne pas inviter un artiste camerounais isolé dans une programmation. Et là c'est un travail qu'on développe très très fort, et notamment avec les territoires ultramarins également, avec notamment Mayotte, la Martinique et l'île de la Réunion, où même moi, en fait, en tant que programmatrice, je crois que c'est une responsabilité qu'on a un jour se mettre devant sa programmation et de dire « Ah ben ça alors, ils ont tous entre 25 ans et 35 ans, ils sont tous blancs, presque tous. » Il y a plein de choses comme ça, de critères communs qui font que même si on défend des valeurs, des fois, on tombe quand même dans un espèce d'entre-soi qui n'est pas forcément celui dont on rêve. Et donc, petit à petit, en fait, on a commencé à faire un effort. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de normal. Et dans le village, aujourd'hui, les choses ont aussi un peu changé, parce qu'on peut venir du Cameroun et ne pas se faire insulter en faisant 200 mètres 3 fois, par exemple. Parce que c'est ce qui s'était passé il y a 4 ans. Voilà. L'atelier des artistes en exil porte son nom, donc il a vraiment été créé pour faire ça, mais il y a une préhistoire, il y a eu un lieu qui n'existe plus à Paris qui s'appelait Confluence, petit lieu culturel de ce qu'on appelle dans le jargon Paris francilien intermédiaire, c'est-à-dire un peu de subvention, mais pas suffisamment pour vivre vraiment correctement, qui était un lieu très engagé sur toutes les questions coloniales, conflits dans le monde, etc. Et en fait, en 2015, on s'est posé la question d'accueillir des réfugiés dans le théâtre. On l'a fait. C'était des Syriens. On a enchaîné sur un festival en 2016 sur la Syrie. Et à cette occasion-là, on a rencontré plein d'artistes syriens exilés. On a organisé avec l'ONDA, l'Office national de diffusion artistique, un premier salon d'artistes en exil dans lequel il y avait notamment Koubra Academy, qui est maintenant fait notamment l'affiche du Festival d'Avignon et qui sera exposée pendant le festival. Et le lieu était voué à la faillite, donc on a fermé le lieu et quelques mois plus tard, on a ouvert l'atelier. Et après, ça a allé très très vite et pas pour les bonnes raisons, parce que malheureusement, le monde va mal. Voilà. Merci à vous 4 et merci au public. Je vais passer la parole à Emma Ardouin, chargée de mission résidence à Alca et coordinatrice du Chalet Mauriac, et Noémie Benayoun, chargée de mission création et initiative régionale et en charge des résidences internationales cinéma à Alca, qui vont donc vous présenter l'évolution des dispositifs de résidence internationale qui sont coordonnés par l'agence. Je vous passe la parole.
Merci Marie-Pierre et merci à vous tous. Donc, je pense qu'en tant que chargée de mission d'ALCA, avec tout ce qui s'est dit, on a les neurones en ébullition, notamment pour ce qui concerne les résidences au long cours, les soucis de traduction, et puis l'accompagnement des projets dans le temps jusqu'à la diffusion. Mais en fait, on n'est pas là pour ça, donc on élaborera des projets dans les temps qui arrivent. Quoi qu'il en soit, donc Noémie va vous parler dans un second temps des résidences internationales cinéma, des dispositifs assez récents qu'elle a créés il y a 2-3 ans. Et pour ce qui me concerne, donc, je vais prendre juste le relais de Patrick qui a évoqué la résidence de la Prévôté, qui est née il y a quelques années sur essentiellement les coopérations historiques de la région Nouvelle-Aquitaine, donc tournée vers la coopération par exemple avec le Land de Hesse, l'Émilie-Romagne et le Québec. Le principe est celui des résidences croisées, des résidences en réciprocité. Donc chaque région partenaire, donc là on s'éloigne en fait des problèmes d'exil, il est question juste d'accueil internationaux, mais ça compte aussi. Nous on ne hiérarchise pas, on met la même énergie qui n'est pas forcément la même dans l'accompagnement des auteurs, mais on prend chaque projet à cœur d'où qu'ils viennent. Donc le principe c'est d'accueillir en réciprocité, donc des auteurs des régions partenaires donc viennent en résidence en Nouvelle-Aquitaine et vice versa. Ces résidences qui avaient lieu à la Prévôté en fait vont, comme le réseau des résidences de Nouvelle-Aquitaine a évolué, vous l'avez bien compris, il s'est amplifié, diversifié. Nous, en tant qu'opérateurs, en fait, Prévôté, on a envie de passer des relais, en fait, et d'aider aussi à la professionnalisation de certains lieux et de s'appuyer sur d'autres compétences, d'autres points de vue. Voilà. Donc, ces résidences-là vont se déployer et commencent à se déployer cette année sur le réseau des résidences de Nouvelle-Aquitaine. Donc, par exemple, est-ce que la résidence de Gaël Bien-Aimé a pu se déployer entre Limoges, La Rochelle et Bordeaux. Mais en fait, je pense en même temps que ce n'est pas les résidences de coopération, c'est une autre résidence. Donc dans ce panorama des résidences internationales, il y a un autre dispositif qui est aussi porté en complément de la région avec l'Institut des Afriques, donc qui propose des résidences au long cours, et c'est dans cette résidence-là qu'on évoquait avec Édouard, la résidence de Gaël Bien-Aimé, donc qui était venue à peu près en 2019, puis en 2020, entre La Rochelle et Limoges, dans des conditions politiques compliquées pour elle. Et on a fait le choix, en fait, avec l'IDAF, ALCA et la région, puisque c'est un jury interprofessionnel et interinstitutionnel, on va dire, d'accompagner à nouveau cette autrice metteuse en scène sur une résidence longue. Alors quand on dit longue, c'est sur 12 semaines d'accompagnement. Donc elle a pu passer un mois à La Rochelle, un mois à Limoges, ces 2 résidences qu'elle connaissait déjà, et un mois à Bordeaux. Ça nous a permis d'être sur la question à la fois de l'émergence. Alors certes, elle était déjà publiée et très insérée dans son milieu artistique, donc déjà un peu connue, mais quand même une jeune autrice. Et 3 mois, en fait, ça permet beaucoup de choses. Ça permet de se poser, comme l'a dit Édouard, de retrouver le sommeil à Bordeaux au bout de 3 mois, de se dire qu'on est dans un quartier qui permet de se retrouver et de passer à l'écriture, et puis aussi d'asseoir un réseau, en fait. Donc on est vraiment sur des différents enjeux, et c'est tout l'intérêt. Voilà, donc je vous ai parlé des résidences de coopération, de la résidence Afrique-Haïti. Et sur l'international, on est aussi, puisqu'il a été question de traduction, sur l'accompagnement des traducteurs étrangers, donc qui viennent traduire du français vers leur langue maternelle. Donc au Chalet Mauriac, on accueille 2 lauréats chaque année, sur des résidences de 6 semaines. Et on accompagne aussi des anciens traducteurs, qui ont déjà connu la résidence, sont venus, mais cette fois-ci en hébergement avec une bourse CNL, alors qu'on est par exemple au Chalet Mauriac et chez Alca sur un financement des bourses 100% région Nouvelle-Aquitaine, on va dire, mais là pour les traducteurs, ils peuvent bénéficier nationalement d'une bourse CNL. Donc quand ils sont passés par le Chalet Mauriac, on leur propose de poursuivre dans leur temps leur
leur parcours et de revenir au chalet si leur résidence s'est bien passée, mais c'est le cas. Donc en début d'année, en début de chaque saison, on accueille donc 4 traducteurs internationaux sur des champs linguistiques complètement divers. Ce qu'ils ont en commun, c'est leur amour de la langue française et toutes les problématiques liées à la traduction et de traduire un texte du français vers leur langue maternelle. Et puisqu'il a été question beaucoup des artistes en difficulté, on a vu avec notamment le conflit en Ukraine, une chaîne de solidarité qui s'est tissée entre le réseau des traducteurs qui s'est constitué au fil des ans autour du Chalet Mauriac, mais aussi du Collège des traducteurs de Arles, qu'ils connaissent tous, notamment pour permettre à une jeune traductrice ukrainienne de pouvoir quitter son pays et d'être accueillie en Pologne, puis en Belgique. Disons qu'en fait, elle a fait, parce que je pense que c'est une jeune femme très courageuse, son parcours elle-même, mais elle savait qu'elle avait des points d'appui et de relais dans des pays et avec des traducteurs sur qui elle pouvait compter. Donc ça, c'était pour l'anecdote. C'est dire aussi en fait qu'un réseau, ça sert à ça, en fait. Qu'il soit professionnel, humain, et que parfois, comme le dit Aurore, en fait, ça rassure qu'on ait des possibilités justes, et d'inventer des choses humainement. Voilà pour les dispositifs internationaux. Donc forcément, en fait, ces dispositifs-là n'ont rien de figé. En fait, l'idée, c'est de les faire évoluer dans le temps. Donc là, par exemple, pour ce qui concerne le Land de Hesse, on invente, et Québec, une résidence aussi au long cours, donc avec un premier séjour de création et la possibilité pour les auteurs de revenir une fois que le livre est publié. Pour aller cette fois-ci à la rencontre des publics et des manifestations, notamment tournées vers les littératures du monde. Je vois par exemple Cécile Quintin de Lettres du Monde qui travaille aussi à sa manière et en tant que directrice d'un festival tourné vers les littératures traduites avec des auteurs et des autrices étrangers, donc qui traversent aussi d'autres problématiques. Donc en fait, ce rendez-vous d'Alka nous permet, nous, en fait, d'essaimer une réflexion et de pouvoir peut-être à terme déployer des dispositifs plus adaptés en lien avec toute la filière du livre et les forces vives d'Alka. Je te passe la parole peut-être parce que j'ai dépassé les 180 secondes qui m'étaient... Je vais essayer de rattraper le temps. Donc du côté des résidences d'écriture internationale cinéma, on est parti, nous, d'un constat en fait de la réalité du développement cinéma dans la région, parce que la région Nouvelle-Aquitaine a depuis de longues années ouvert ses aides et sa filière et sa région au cinéma international. Et donc dans ce champ-là, c'était aussi de cette continuité de se dire comment est-ce qu'on peut accueillir aussi des réalisateurs qui à un moment donné ont été aidés via des projets, notamment des coproductions internationales que la région défend depuis longtemps. C'est une des rares régions à l'avoir mis en place et à continuer à le faire. Et s'est engagé très tôt dessus, depuis presque 10 ans maintenant. Donc dans ce cadre-là, il est arrivé que des réalisateurs étrangers viennent notamment au Chalet Mauriac parce qu'ils avaient été aidés précédemment sur un projet. Donc on a eu le premier, je crois que c'était un réalisateur iranien d'ailleurs, si je me souviens bien. Cet été, il y a un réalisateur colombien qui vient. Donc dans le cadre, on va dire, classique des résidences du Chalet, certains réalisateurs étrangers viennent. Et puis on s'est aussi dit qu'on avait un territoire qui était ouvert à l'international via ces aides et via l'engagement de la région et des professionnels, mais aussi via les festivals du territoire, puisqu'on a des festivals internationaux qui sont importants sur le territoire et qui notamment développent des labs et des ateliers dans lesquels ils reçoivent des réalisateurs internationaux. Et ça a été se dire, on s'appuie sur ces partenaires du territoire qui sont eux-mêmes ouverts à l'international pour créer un partenariat qui va permettre d'accueillir un réalisateur en résidence. Et c'était un peu en regard de ce qui se faisait déjà effectivement du côté du livre dans l'ex-Prévôté. Donc on a commencé à travailler avec 2 partenaires forts sur le territoire du côté de l'international
qui est le festival de Biarritz Amérique latine, qui est un lab qui reçoit des réalisateurs. Et donc, José Pablo est arrivé, donc vous verrez, José Pablo est passé par Biarritz. Et avec le Poitiers Film Festival, qui lui a des ateliers, les ateliers de Jumping, qui reçoit des réalisateurs du monde entier pour venir travailler sur leur premier film. Et donc, c'est avec ces deux partenaires qu'on s'est associés et qu'on a travaillé pour dire un des anciens participants à chacun de ces labs et de ces ateliers pourra postuler pour une résidence de 3 qui est passée à 4 semaines cette année, de 4 semaines avec une prise en charge, bourse, enfin ce que tout le monde fait classiquement sur la prise en charge des résidents, une bourse, une consultation et de l'accueillir dans ce cadre-là en faisant à la fois, en permettant, alors c'est l'auteur qui vient seul, hein, il peut ne pas avoir de producteur, mais le fond aussi c'est qu'aussi bien sûr on sait qu'on a un écosystème et des professionnels qui sont tout à fait à même de comprendre ces projets, de les rencontrer, de trouver des futurs collaborateurs et artistiques et de production, parce que c'est quand même un enjeu très très fort du côté du cinéma mondial de aussi trouver des producteurs et des coproducteurs en Europe et en France. C'est comme ça que la cinématographie mondiale évidemment se développe et elle compte beaucoup sur la France et l'Europe pour trouver des financements en venant de pays où parfois c'est beaucoup plus compliqué d'avoir des financements et de pouvoir faire des rencontres, faire du réseau, parce que c'est, comme le disait Aimé, un endroit absolument crucial, qu'un résident puisse trouver un endroit de création où il puisse vraiment se ressourcer et créer, et puis aussi faire des rencontres, faire du réseau, parce qu'on sait bien qu'après le temps du film, il est un temps plus long, donc on essaie de faire à un moment donné des projections, en tout cas quand les réalisateurs sont là, mais que c'est aussi le moment où il reviendra avec son film et où potentiellement il pourra repasser dans ces festivals justement et les cinémas de la région, qu'on aura aussi un retour sur le territoire du résident et de son engagement. Et dans les perspectives, donc effectivement on est en train de travailler pour voir comment redéployer ces deux résidences de cinéma sur la Nouvelle-Aquitaine. Il y a avec des lieux qui sont à la fois déjà engagés et volontaires pour un accueil, comme on l'a vu, c'est un accueil aussi spécifique d'accueillir un artiste étranger, et puis d'avancer aussi sur des territoires de coopération, puisque là, on est sur des réalisateurs qui peuvent venir du monde entier, alors l'Amérique latine, Europe ou voire Azerbaïdjan, enfin la grande Europe même. Et on va, je pense, aussi commencer à développer des liens avec un territoire de coopération qui est Souss-Massa au Maroc, et potentiellement avec le Land S aussi, des liens qui pourront continuer. Mais pour l'instant, on n'est pas sur des échanges, mais plus sur une autre façon d'avoir accès à ces réalisateurs via des partenaires qui sont déjà engagés sur ces problématiques. Voilà. Juste un point d'actualité pour les auteurs de Nouvelle-Aquitaine qui nous écoutent. Donc l'appel à candidature Land 2S est ouvert jusqu'au 1er juillet. Donc c'est-à-dire qu'on invite les auteurs et autrices de Nouvelle-Aquitaine à candidater pour un séjour qui se déroulera à Wiesbaden, à la Villa Clémentine. Et nous-mêmes, à l'automne, nous accueillerons un auteur ou une autrice du Land 2S. Et un salut amical à Richard Valéran, donc notre lauréat BD du Québec, qui va quitter la France prochainement après un séjour très riche où il a découvert à la fois le ciel de Royan à Royan, la Villa Bloch à Poitiers et le chalet Mauriac. Peut-être qu'on passe à accueillir en vrai justement un réalisateur. On va se lever, non, peut-être. José Pablo, et son traducteur. Nous avons un traducteur, donc la question de la langue, évidemment, elle est cruciale. Donc moi, je parle en anglais avec José Pablo, mais évidemment, sa langue natale, c'est l'espagnol. Do you want to sit down and just stand up? Would you prefer? Okay. So, yeah. I'm just going to say one word before. Donc juste, comme je vous disais, José Pablo était au Festival de Biarritz Amérique latine en septembre de l'année dernière, 2021. Donc il est venu au Bal Lab présenter, il avait un film, son premier long métrage en compétition officielle, Monstro,
qui était déjà précédemment passé au Festival de Locarno. Et donc, dans ce cadre-là, il a participé au Bal Lab, donc, qui est un lab de rencontre de coproduction qui permet à des réalisateurs de venir présenter leurs projets à des producteurs français et régionaux. Et dans ce cadre-là, d'ailleurs, il a rencontré un producteur bordelais qui est là, donc David Hearst de Dublin Film, qui va coproduire son 2e long métrage. Donc il est en train de chercher les financements pour son 2e long métrage qui est vraiment finalisé. Et c'est pour son 3e long métrage qu'il a postulé à la résidence et pour lequel il est là. Donc un 3e long métrage sur lequel il est sur les débuts d'écriture. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est toujours d'avoir des projets en cours, parce que faire un long métrage, ça prend du temps, ça prend entre 2 et 3 ans, donc d'être toujours aussi dans une activité d'écriture et d'avancer sur ces projets. Donc voilà, tous, j'allais dire, s'enchaînent parfaitement bien pour José Pablo, qui était aussi juste avant de venir à Cannes, parce qu'il a été pris aussi dans un autre dispositif qui s'appelle La Fabrique des cinémas du monde, sur son 2e long. Donc il y a aussi cette question d'ancrage et de lien avec des dispositifs, parce que ce qui est important, c'est aussi de suivre des parcours, et c'est aussi pour ça qu'on s'appuie sur différents partenaires via différents labs, parce qu'il faut consolider et pouvoir suivre les parcours des réalisateurs pour que ça puisse à un moment donné effectivement advenir, et c'est ce qu'on espère. Mais peut-être là, je vais lui laisser dire. Alors, il vient juste d'arriver, ça fait 4 jours qu'il est là, donc la question de comment il se sent en résidence, je ne sais pas s'il pourra tout de suite y répondre. Je pense que sur Bordeaux, ça va, il se sent bien qu'il vient de Mexico City, qui est une extrêmement grande ville, donc c'est un petit village, Bordeaux. Mais peut-être, voilà, il va nous dire un peu son parcours, tu traduiras, son parcours jusqu'à maintenant, en quelques mots, et vous présenter son court-métrage. Donc, c'est le court-métrage qu'il a fait juste avant son premier long. Juste pour vous dire qu'on n'a pas trouvé de sous-titres français, parce qu'ils sont perdus dans les bureaux à Mexico. Donc il sera en anglais, mais c'est une vraie question de comment est-ce qu'on a toujours des sous-titres disponibles. Et je vous laisse, je te laisse dire quelques mots. Hola. Bonjour. Soy José Pablo Escamilla. Creo que me presentaste muy bien. Je crois que tu m'as mieux présenté. Tu sais mieux que moi tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Pero, ¿qué puedo agregar? Creo que tengo un colectivo en la Ciudad de México que se llama Colectivo Colmena. J'ai un collectif, je fais partie d'un collectif dans la ville de Mexico qui s'appelle Colectivo Colmena. Voilà, t'es plus sûr. Y pues nada, producimos cine, hacemos como las películas de todos y así como en una... On produit du cinéma et en général les films les uns des autres avec ce collectif. Y bueno, esto que van a ver ahora es mi segundo cortometraje. Ce qu'on va voir maintenant, c'est mon 2e court-métrage. Que se llama Libélula. Qui s'appelle Libélula. Que financiamos mediante un crowdfunding. Qu'on a financé à travers un crowdfunding. Y no sé qué más decir. Je sais pas quoi rajouter. Estrenó en Berlín y estuvo chido porque en México es un lugar muy grande y es difícil como que el Estado apoye ciertas cosas, entonces estoy muy orgulloso de este. Il a été présenté à Berlin et vu que le Mexique est un grand pays et la ville de Mexico particulièrement, c'est difficile d'obtenir des financements, donc il est très fier de pouvoir le présenter ici et de pouvoir le voir sur grand écran. ¿Qué más puedo decir? Le lien aujourd'hui, justement, comment est-ce que tu fais le lien aujourd'hui pour venir en Europe et peut-être trouver d'autres façons de produire, ou en tout cas d'écrire et de créer. ¿Cómo haces el vínculo entre tu carrera profesional en México y lo que acabas de decir y venir ahora en Europa para encontrar nuevos modos de financiación y producir y crear? ¿Y cómo haces este vínculo entre eso y Europa particularmente? Bueno, mandando muchos mails. Je suis arrivé ici en envoyant beaucoup d'emails. Pero bueno, todos esos mails eventualmente nos llevaron a poder presentar nuestras películas en festivales que resultaron en otras cosas, como por ejemplo el Festival de Biarritz, que fuimos a un encuentro de coproducción y ahí fue como la primera vez que yo me enteré de esta residencia. C'est avec un enchaînement en fait d'événements, donc d'abord les mails qui nous amènent ensuite à présenter les films dans les festivals, puis les festivals nous amènent à connaître d'autres gens, et c'est à travers des festivals qu'il a connu la structure de l'ALCA et les possibilités de venir en résidence.
y fue como la primera vez que pude también, que dije, ok, tengo todas estas ideas que quiero como juntar en un proyecto, pero la Ciudad de México es tan caótica y tenemos tantos, como en el colectivo tenemos como muchas cosas todo el tiempo pasando, entonces es difícil como encontrar un momento para recluirme de toda la vida. Il avait beaucoup d'idées qu'il voulait mettre ensemble dans un projet et ça a été un peu l'occasion parce que, une fois de plus, la ville de Mexico est une ville assez chaotique et qui prend énormément de place, donc c'est difficile de s'enfermer pour pouvoir écrire et pour pouvoir mettre tout ça dans un même projet. Donc ça a été un peu l'occasion parfaite, la rencontre entre l'Alca et enfin la résidence et José Pablo. Y pues ahora empezamos una relación más en forma profesional con Francia y vamos a hacer una coproducción con David de Dublin Films. Y eso me da mucha esperanza para nuestras películas en el futuro, porque en México de verdad es un desastre. Inclusive cuando ganas, es difícil que te lo depositen cuando te dicen que te lo van a depositar. Es todo, il commence aussi une nouvelle relation avec David, donc de Dublin Film, comme on vous l'a dit tout à l'heure. Et ça lui donne pas mal d'espoir pour la suite, parce qu'une fois de plus, apparemment au Mexique, c'est compliqué, même quand on gagne dans des festivals, de pouvoir imposer ensuite ses films et de pouvoir réussir à produire les suivants. Y pues vengo así como en actitud de esponja, como a recibir todo lo que esta ciudad me ofrezca, que ya me ha ofrecido unos buenos encuentros inspiradores y también vengo con el objetivo de conocer professionnels del cine. Oui. Il vient avec l'objectif de se comporter un peu comme une éponge qui absorberait tout ce que la ville a à lui offrir, la ville qui lui a déjà d'ailleurs offert pas mal de rencontres intéressantes, et il veut aussi connaître plus de professionnels du cinéma dans la région et dans le pays, je pense. Si conocen artistas sonoros, il a rencontré des artistes, enfin des musiciens quoi finalement. ¿Y qué más? Sí, vemos la peli. Est-ce que tu veux dire juste un petit mot sur le film, parce que je crois que c'est un endroit que tu as déjà, enfin que tu filmes souvent, enfin tu vas toujours. ¿Quieres hablar de la película? ¿Quieres introducirla hablando del sitio? Porque es un sitio que ya has grabado varias veces. ¿Cuál? ¿La ciudad o qué? No, o la casa. El sitio que está en el cortometraje. Pues no, hace tanto que no veo esta película que no sé qué decir, pero... Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, donc je ne saurais pas quoi dire. Platicar mais on peut en parler après, oui, effectivement.